Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition de votre journal quotidien dont voici les principaux titres. C'est aujourd'hui la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Le comité des droits des femmes présentait en fin de journée sa nouvelle campagne de sensibilisation intitulée « L'enfermer, ce n'est pas l'aimer » pour alerter sur la notion de contrôle coercitif. Nous serons avec la déléguée interministérielle pour la promotion et la protection des droits des femmes, Céline Cota-Lorda. En plein cœur de la semaine européenne de réduction des déchets, nous vous proposerons un focus sur les déchets invisibles du numérique. Puis nous nous rendrons en Arabie Saoudite pour y retrouver la déléguée en charge de l'attractivité. En duplex de Jeddah, Ludmila Rakona-Le Goff nous révélera quelles sont aujourd'hui les pistes de collaboration sur des projets innovants, alors qu'une mission économique du Monaco Economic Board se déroule actuellement sur place. Dans la même zone géographique du monde, mais à Dubaï cette fois, la Fédération monégasque de rugby a envoyé 4 équipes, dont 3 sont engagées dans le tournoi Dubai Sevens, alors que les U16 vont prendre part eux à un événement sportif en marge de cette grande compétition internationale. Nous évoquerons également dans ce journal les projets portés par Peace and Sport en Colombie et nous nous glisserons dans les coulisses d'un entraînement de l'équipe de football des Barbagians, cher au cœur du prince Albert II et présidé par Louis Ducruet. Pas une journée sans que l'actualité nous rappelle combien les femmes sont vulnérables et la cible de violences. En cette journée internationale dédiée à la lutte contre ce dramatique phénomène de société, l'ONU a rendu public des chiffres alarmants. Dans le monde, une femme est tuée par un proche toutes les 10 minutes. 50 000 femmes et jeunes filles ont ainsi perdu la vie en 2024. À Monaco, le comité des droits des femmes a lancé aujourd'hui sa nouvelle campagne de sensibilisation. Céline Cota-Lorda, déléguée interministérielle pour la promotion et la protection des droits des femmes, est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir Patricia. C'est toujours une journée poignante, cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes, car l'actualité malheureusement nous rappelle presque quotidiennement que des femmes meurent sous les coups, sous les balles ou de façon sordide. Est-ce que l'on en parle plus aujourd'hui ou est-ce que les décès sont réellement plus nombreux ? C'est vrai que depuis 2017 et le mouvement MeToo, il y a eu une médiatisation beaucoup plus importante. Ce sujet a été mis sur la place publique. À Monaco aussi, avec la création du comité pour les droits des femmes. Et chaque année, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, c'est vrai que c'est une occasion de reparler de ce sujet. Mais comme vous l'avez dit, malheureusement, l'actualité nous rappelle quotidiennement que ces violences sont là, elles existent. Et la parole des victimes s'étant libérée, on en parle de plus en plus, ce qui est une bonne chose, mais ce qui serait encore mieux, c'est que ce fléau cesse. Bien sûr, et à Monaco, alors nous sommes loin toutefois des chiffres effarants d'autres pays, mais cela ne veut pas dire non plus que cela n'existe pas. Tout à fait. Malheureusement, cette violence n'a pas de frontières, peut s'attaquer à tous les milieux sociaux, toutes les générations. Et à Monaco aussi, on a des cas de violence qui sont recensés. Depuis 2019, nous réalisons une étude annuelle avec l'INSEE et nos partenaires qui nous font remonter les chiffres des violences, la sûreté publique notamment, la VIP, l'association d'aide aux victimes d'infractions pénales. Et cette année, au 1er novembre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a déjà recensé 45 cas de violence, donc sur les 11 premiers mois au niveau de la sûreté publique et 51 au niveau de la VIP. Nous avons reçu la semaine dernière Céline Cota-Lorda, l'une de vos invitées, Isabelle Rome, ancienne ministre française déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Et nous avons évoqué avec elle ce contrôle coercitif qui fait l'objet de la campagne annuelle du comité. C'était un choix délibéré. C'est vrai que cette notion de contrôle coercitif reste encore
peu connue et on voulait vraiment la mettre en avant cette année parce que c'est une violence qui est très insidieuse, qui consiste à enfermer peu à peu la victime, à contrôler ses sorties, auprès de qui elle communique, voire même parfois lui couper les moyens financiers. Donc c'est une forme vraiment très très insidieuse et donc cette accumulation en fait d'actes et de comportements peut conduire jusqu'à une fin vraiment tragique et c'est ce qu'on a voulu montrer dans cette campagne pour alerter sur ce sujet, alerter à la fois les personnes qui en seraient victimes, leur entourage également s'il y a détecte des signaux et puis également parler aux auteurs puisque notre campagne qui se matérialise par la réalisation d'un film d'animation parle du point de vue de l'auteur qui va raconter en fait une histoire d'amour banale mais qui se transforme petit à petit en prison pour la victime, en enfermement et c'est pour ça que la campagne s'appelle l'enfermer, ce n'est pas l'aimer parce que ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle et de la maltraitance et de la violence. Oui, l'objectif c'est de favoriser une prise de conscience tant de la part de la victime qu'il s'agit bien d'une violence et de la part de l'auteur. On dit souvent que la clé de tout cela c'est une sensibilisation dès le plus jeune âge. C'est ce qui a fait germer l'idée de ce concours de vidéos dont vous avez remis les prix aujourd'hui. C'est vrai que chaque année, nous favorisons la sensibilisation, l'éducation des plus jeunes. Et donc, en réalisant ce concours vidéo, on voulait s'adresser à la jeunesse, leur demander d'agir aussi, d'être des acteurs à part entière, parce qu'il faut commencer très tôt et parce que ce sont aussi ces jeunes, ils ont des choses à nous dire. Et en organisant ce concours vidéo sur la thématique de la campagne, l'enfermer, ce n'est pas l'aimer, on a reçu des créations vraiment intéressantes et on a vu que leurs propos étaient très justes, très bien documentés et donc c'est vraiment très très important d'ouvrir ce dialogue, ce partage avec les jeunes et de les rendre encore une fois des acteurs à part entière sur le sujet. Avant de conclure, il est toujours important de le rappeler. Comment est constituée la chaîne d'intervention qui permet la prise en charge d'une victime de violence? Que doit-elle faire à Monaco? On sait que le plus dur, souvent, c'est de parler. Le plus dur, c'est de parler. Après, on peut être bien évidemment accompagné. On a tout un maillage de professionnels en principauté qui va donc du tissu associatif avec la VIP, qui est une des premières portes d'entrée pour du conseil, de l'écoute, de l'accompagnement. Ensuite, bien évidemment, la porte de la sûreté publique qui est très importante, qui est essentielle même, puisque pour derrière engendrer des poursuites, il faut d'abord commencer par déposer plainte. Et puis ensuite, vous avez bien évidemment d'autres structures comme la DASO, la direction de l'action et de l'aide sociale, qui est également à l'écoute, qui a des professionnels formés. C'est très important de le rappeler, que tous ces professionnels sont formés. Et puis, bien évidemment, pour les cas les plus graves, une prise en charge médicale est parfois nécessaire. Donc, à l'hôpital, au CHPG, où là aussi, nous avons des professionnels à l'écoute et sensibilisés sur ce sujet. Donc, un maillage très, très complet avec en bout de chaîne, je dirais, mais pas des moindres, la justice, la direction des services judiciaires, où là aussi les magistrats sont de plus en plus formés, sensibilisés à ces sujets. Merci Céline Cota-Lorda d'avoir été notre invitée à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Merci à vous. Et nous reviendrons demain également sur la remise des prix du concours vidéo organisé par le Comité des droits des femmes pour sensibiliser la jeunesse. Cette semaine, la Principauté est animée par de nombreux événements organisés dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets. Aujourd'hui, par exemple, se tenait une conférence qui avait pour but de sensibiliser aux déchets visibles et surtout à ceux invisibles liés à la consommation du numérique. Alexandra Pani et Massimo Piantoni vous expliquent quels sont ces déchets et comment les limiter. Trier ces déchets, un geste adopté dorénavant dans de nombreux foyers. Mais pensez-vous à recycler vos déchets du numérique? Ce sont souvent les grands oubliés du recyclage et pourtant nous devons leur accorder une attention particulière pour les traiter correctement et permettre une revalorisation optimale de leurs différents composants, mais aussi adapter notre consommation pour réduire les déchets que l'on appelle invisibles.
Pour fabriquer un ordinateur de 2 kg, il faut extraire 800 kg de ressources. Ça produit autant de déchets dans les mines à côté, puisque ce sont des choses qui restent à côté. Ça génère beaucoup de pollution, notamment la pollution de l'eau, qui impacte beaucoup justement au niveau local, à la fois sur la santé des personnes, sur les élevages, beaucoup aussi de gaz qui sont rejetés. Tout ça, en fait, ce sont des choses qui ne sont pas forcément visibles. Et pareil, pour la partie utilisation, on a beaucoup d'équipements qui rament parce qu'on a des applications toujours plus gourmandes en place et ça contribue mécaniquement à devoir remplacer nos équipements, donc à devoir les jeter. Nos équipements individuels pèsent à 79% dans l'impact de l'empreinte carbone du numérique, contre 16% pour les data centers. Alors, quelles sont les solutions pour limiter cette surconsommation ? La première, c'est le refus. Se poser la question de est-ce que j'ai vraiment besoin de ce nouvel équipement ? Vraiment se poser cette question-là pour éviter d'acheter, parce que dès qu'on achète, forcément, c'est un déchet en devenir. La deuxième, c'est de réduire, donc soit en partageant nos équipements, soit en mutualisant. Il y a beaucoup de choses qui existent, notamment au niveau professionnel, pour mutualiser les équipements et ça a beaucoup d'impact. Le troisième levier, c'est tout ce qui est autour de la réparation, puisque ça permet d'allonger la durée de vie des équipements, donc de ne pas le remplacer tout de suite. Et sur ça, il y a beaucoup d'initiatives, notamment à Monaco, qui permettent de réparer les équipements assez régulièrement. Ensuite, on vient sur la partie réemploi, notamment, donc là, le dernier en date au niveau du gouvernement, c'est le réemploi des équipements des collégiens pour allonger la durée de vie, on espère, de 2 ans, peut-être 3 ans d'une partie de ces équipements plutôt que de les jeter. Ensuite, le dernier levier, c'est le recyclage, donc tous les équipements qu'on a qui dorment dans nos tiroirs, etc., on va les recycler dans des filières, comme ça on peut réutiliser justement une partie des matières. Vous avez donc compris ce qu'il vous reste à faire, vider une bonne fois pour toutes ce fameux tiroir rempli d'anciens téléphones et câbles inutilisés. Mais on n'oublie pas d'utiliser les points de collecte spécifiques à ces équipements que l'on peut retrouver facilement en principauté grâce à l'application Your Monaco. C'est en Arabie Saoudite que se déroule actuellement une nouvelle mission économique du MEB, après le Paraguay au début du mois. La déléguée en charge de l'attractivité est aux côtés des entrepreneurs monégasques qui ont fait le déplacement à Jeddah, une ville qui illustre bien les opportunités économiques qu'offre ce pays, qui fait figure de nouvel Eldorado dans bien des domaines. Bonsoir Ludmila Racona-Le Goff. Bonsoir Patricia. Qu'est-ce qui fait de Jeddah une étape stratégique pour l'attractivité économique de Monaco ? Alors, Jeddah est une étape absolument incontournable pour comprendre l'Arabie Saoudite. C'est une ville extrêmement dynamique, en mouvement, qui a une façade maritime et dans laquelle on retrouve un certain nombre d'éléments qui coïncident parfaitement avec ce que nous recherchons, l'envie de bouger, l'envie d'investir, un véritable dynamisme, l'innovation, le tourisme, la finance, le luxe. Autant de choses qui font que c'est une étape absolument incontournable pour nous pour pénétrer ce marché saoudien. Et vous, alors plus particulièrement, qu'avez-vous observé sur le terrain qui vous semble prometteur pour un rapprochement économique entre Monaco et l'Arabie Saoudite ? Des liens existent aujourd'hui déjà. Des liens existent aujourd'hui, ils sont nombreux. Je citerai par exemple le secteur du yachting avec une très belle synergie qui existe déjà entre le Yacht Club de Jeddah, leur marina très récente, et le Yacht Club de Monaco. Donc il existe déjà des synergies. Et ce qui est prometteur, c'est ce que je vous disais, cette capacité, je pense, à pouvoir collaborer de façon très positive et très concrète en combinant les atouts qui sont les nôtres, une capacité à agir très vite et à investir du côté saoudien, une expertise et un savoir-faire en plus de nos capacités d'investissement en principauté de Monaco, et la réunion de ces atouts peut conduire à des projets particulièrement ambitieux et innovants avec un gain pour les entreprises et les deux pays. Oui, jusque-là, nous avons parlé effectivement d'attractivité économique globale, mais il y a aussi un autre aspect lorsque vous êtes en mission, c'est de parler de l'attractivité de Monaco en tant qu'État qui reçoit des touristes, qui accueille aussi des résidents.
Écoutez, c'est toujours important de porter la bonne parole ou le message sur la réalité de la principauté de Monaco, qui n'est pas forcément évidente et en tout cas qui mérite d'être à chaque fois répétée à nos interlocuteurs. Donc c'est notre travail avec mon équipe que de porter ce message sur nos atouts, nos forces et les perspectives que peut offrir la principauté. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai pu faire hier à l'occasion de rendez-vous très prometteur avec certains interlocuteurs dans le domaine de l'événementiel, de l'hospitality et du yachting, que nous devons revoir très prochainement en principauté et avec lesquels des projets concrets peuvent aboutir dans les mois, je, je dirais court moyen terme. Voilà une mission donc qui aura porté ses fruits. Merci Ludmila Racona-Le Goff d'avoir été avec nous ce soir en duplex de Jeddah en Arabie Saoudite. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Nous restons dans la péninsule arabique. C'est devenu une tradition depuis 7 ans. Le meilleur du rugby à 7 se retrouve à Dubaï pour un grand tournoi international. Et avant un week-end de compétition des plus relevés, 4 équipes monégasques sont arrivées sur place et se mettent en ordre de marche. 3 disputeront le Dubai Sevens. Nous retrouvons sur place nos envoyés spéciaux Sylvain Péroumal et Christophe Paco. Oui, d'abord récupéré d'un long voyage entre Nice et Dubaï pour la délégation monégasque la plus importante dans l'histoire du rugby à 7 ici à Dubaï, comme va nous le confirmer le vice-président de la Fédération monégasque de rugby, Thierry Dantès. On vient déjà depuis quelques années, on a participé à de nombreuses fois, à de nombreuses reprises à ce beau tournoi. Mais cette année, c'est vrai que c'est assez exceptionnel. 4 équipes qui participent et donc qui vont essayer d'aller chercher le titre. On résume, il y a l'IMPIS qu'on connaît bien, il y a une section développement, il y a des jeunes de U16 et il y a même les demoiselles. Et c'est exactement ça. On a les IMPIS donc, qui évoluent au plus haut niveau, qui vont rencontrer des équipes nationales. On a les IMPIS Dev qui sont composés de joueurs totalement monégasques avec 7 joueurs de la Fédé, 5 joueurs du club. On a les filles qui nous ont rejoints, qui ont gagné Darlington et qui vont essayer ici de faire aussi bien. Et on a les U16 qui pour la 2e année consécutive participent à ce déplacement. Partage, respect, communion, communication. C'est ça, c'est ce qu'on essaye de mettre en avant, de développer ces valeurs qui sont propres au rugby et donc de le transmettre aux plus jeunes. L'expérience, on le voit même aujourd'hui, avec au-delà du sportif, même des petits accros de la vie. Hein. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a eu un petit souci dans les transports. Notre bus a eu un petit accrochage de rien du tout. Ça nous a fait manquer notre horaire d'entraînement. Donc on s'adapte, on rebondit et on va faire un petit entraînement ici, juste à côté de l'hôtel, dans un parc, pour quand même travailler et se remettre un peu en jambes avant la compétition. Et la mise en marche, évidemment, la progression va se faire sereinement, tranquillement, jusqu'aux échéances, notamment pour les grandes équipes ici. On ne l'oublie pas, c'est le plus grand tournoi international ici de cette partie du monde, ici à Dubaï, ce week-end notamment pour les Impis ou les Zoumoussa. On va monter tranquillement, échelon par échelon, pour arriver au sommet vendredi, samedi et dimanche. Seule la victoire sera belle et il y aura du monde. Pas moins de 342 équipes sont engagées dans ce grand tournoi international. Merci Christophe et nous vous retrouverons dans l'édition de demain, mercredi à 19h. Les équipes de Peace and Sport viennent de rentrer d'un déplacement en Colombie où depuis plus de 4 ans est mené le programme Peacemakers. À cette occasion, le champion cycliste Egan Bernal, vainqueur du Tour de France en 2019, a été officiellement nommé champion de la paix. Je vous propose d'écouter le directeur général de l'association, Jean-Jérôme Perrin-Mortier. C'était un déplacement, comme d'habitude, très intéressant, avec un champion de la paix qui a été nommé cette année Champion for Peace of the Year, Egan Bernal, cycliste colombien, qui œuvre dans les territoires en Colombie et en Amérique latine depuis déjà quelques années. C'est un champion qui est assez extraordinaire de par ses performances, puisqu'il a été vainqueur du Tour de France. Mais au-delà de ça, ça reste un champion qui a toujours vu la performance comme une opportunité de redonner à la société et de redonner aux enfants qui peuvent être inspirés par son parcours, mais qui peuvent aussi, au travers de la pratique du vélo, s'émanciper, sortir de chez eux et avoir un horizon, on va dire, différent que celui qu'il aurait souvent destiné dans ces territoires.
À l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a un retrait d'aide dont la Colombie bénéficiait par le passé. Et c'est vrai que les plus jeunes, ils ont besoin d'une meilleure éducation, une éducation de qualité. Ils ont besoin aussi d'accéder à de la pratique sportive. Souvent, et on l'a vu sur certains territoires, la pratique, elle est monnayée, c'est-à-dire il faut appartenir à une certaine caste sociale pour pratiquer le football, le basket. Et grâce à Egan Bernal, par exemple, ils peuvent accéder à la pratique du vélo de manière gratuite et obtenir des meilleurs comportements grâce à cette pratique. Le directeur général de Peace and Sport était interviewé par Christinda Thomel et Arnaud Humbert. En basket, la Roca Team va jouer 4 de ses 5 prochains matchs d'Euroleague à domicile. Une série qui débute demain avec la réception de l'Anadolu Efes Istanbul à Gaston Médecin. Écoutez avant cette rencontre le meneur de jeu Mathieu Strazel et le coach Vassilis Panoulis. Ils sont au micro de Frédéric Elion. They built to go to the Final Four. They have a very, very, very deep roster, huge roster, big, very, very big budget, and they have a lot of players. They miss some players, but they're still a very dangerous team. Évidemment que les matchs à la maison en Euroleague sont super importants, donc voilà, on va essayer de tous les gagner ou d'en laisser passer le moins possible. Mais voilà, ça reste l'Euroleague, ça reste des matchs compliqués à chaque fois, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, donc il va falloir qu'on soit concentré à chaque match. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe d'Efes qui a 5-7 aussi, qui a peut-être pas le début de saison qu'ils espéraient? Je l'ai dit récemment dans un podcast, je pense que c'est une équipe qui va aller en play-off, voire plus haut. Donc à prendre très au sérieux, je pense que voilà, ils sont encore en train de se chercher. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui viennent d'arriver, mais on voit beaucoup de bonnes séquences dans leur jeu et des individualités qui sont capables de faire des différences. Donc évidemment une équipe à prendre au sérieux et en deuxième partie de saison, ils vont être très dangereux. Et du côté de l'ASM-FC, les hommes de Sébastien Pocognoli étaient à l'entraînement ce matin avant de disputer eux aussi demain soir un rendez-vous européen. Ils se sont envolés pour Chypre où ils affronteront demain soir le club de Paphos à l'Alpha Mega Stadium en Ligue des Champions. Coup d'envoi de la rencontre à 18h45. Football encore, avec une équipe qui ne manque pas d'engagement et qui a toujours à cœur de se mobiliser pour la bonne cause. Les Barbagians se retrouvent tous les mardis midi au gymnase des Moneghetti pour s'entraîner, une tradition bien ancrée depuis 40 ans et que Louis Ducruet entend poursuivre tout en accueillant les nouveaux venus et en préparant les événements à venir après une année 2025 déjà bien remplie. C'est un reportage de Gaëtan Lebrun et Camille Caloni. Ce mardi midi, au gymnase des Moneghetti, les Barbadjouans ont tenu leur entraînement hebdomadaire, un rendez-vous devenu incontournable pour l'équipe fondée il y a maintenant 40 ans. Autour de Louis Ducruet, les joueurs se retrouvent pour entretenir l'esprit du groupe et perpétuer les traditions. Cet entraînement du mardi midi, il a été instauré depuis les premiers Barbadjans, donc depuis l'époque de mon oncle et ses amis. Et quand on a repris ça avec Romain, c'était de faire la continuité de ce principe et de ce concept, donc de l'entraînement entre amis pour les Barbadjans ici à la salle. Après, il en a découlé l'équipe qui est inscrite au challenge corporatif du challenge Régnier 3. Et voilà, donc c'est un petit peu notre entraînement hebdomadaire pour qu'on puisse être prêt pour les matchs samedi ou le lundi soir. On a eu d'autres demandes pour des matchs autres de légende, etc. Mais nous, on fait vraiment que du caritatif. Et donc on a à cœur de garder ce credo du caritatif sur nos matchs quand on est invité. Donc là, on a pas mal de demandes, on a des propositions pour 2026, on en a déjà pour 2027. Donc c'est un calendrier qu'on essaie de mettre en place petit à petit. Depuis le match du Japon, on a reçu pas mal de sollicitations sur des matchs à l'étranger. Donc on a montré au monde qu'on était capable d'organiser des matchs de haut niveau comme on le fait déjà avec la Fighters Cup et la Racing Cup sur l'international. Donc on a déjà répondu favorablement à un match au Maroc. Donc ce sera l'équipe du Prince Albert contre l'équipe du Roi du Maroc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait organiser pour mars-avril. Ensuite, on a ce qui est devenu pour nous maintenant traditionnellement la Racing Cup pour le mois de juin, qui est notre deuxième événement, mais qui finalement est celui qui nous amène le plus de communication. Et on a accepté également de faire un match en Martinique contre un club qui a plus de 100 ans. Donc ça, ce sera aussi pour le mois de juin. Donc c'est déjà assez chargé. Un entraînement placé sous le signe du partage, de la transmission et de l'ambition, alors que les Barbadjans poursuivent leur développement autour de cette équipe devenue une véritable institution au fil des années.
Le Young Chef, Young Waiter est un rendez-vous qui met à l'honneur la nouvelle génération de talents de la gastronomie. De jeunes chefs, serveurs ou sommeliers s'affrontent lors d'un concours exigeant. En cuisine comme en salle, précision, créativité et sang-froid ont été mis à l'épreuve hier au lycée Régnier 3 sous le regard d'un jury de professionnels. Voyez ce reportage de Vanessa Dessy et Arnaud Humbert. Monaco remet le couvert avec une nouvelle édition qui confirme l'ancrage du concours culinaire Young Chef, Young Waiter. Après une première en 2023, l'événement perpétue une tradition initiée en 1979 au Royaume-Uni et devenue au fil du temps une référence pour les jeunes talents. Désormais porté à l'international, le concours séduit une génération qui façonne l'avenir de la gastronomie. A conversation that I had with the UK was when are we going to go global with this competition? So the template can be used anywhere. And thankfully it's now happening again. And I like it happening in a college, which is a centre of education and learning. So it's good for the lecturers to learn what's happening in the industry. And it's also good for the participants to come back into a place of learning and to excel in their profession, representing their organizations. Marquée par une singularité chère aux professionnels, l'Alliance Cuisine-Service est au cœur de ce concours. Les chefs travaillent pour préparer un service complet, tandis que les binômes de salle gèrent l'accueil et le rythme des plats comme dans un véritable restaurant. À l'heure du service, il s'agit aussi d'évaluer la cohésion entre cuisine et salle. Le jury veille de près à la maîtrise technique, à la créativité, au choix des ingrédients et surtout à la gestion des déchets, point clé de l'épreuve. Ils doivent faire donc une entrée, un plat, un dessert pour 6 assiettes, mais ils doivent aussi faire un amuse-bouche avec la récupération des éventuels déchets qu'ils ont. Et ça va être important et intéressant parce qu'on doit arriver à 0 gaspillage. Le garçon, et c'est ça l'équipe qui va venir et qui va aller présenter au client, doit savoir l'intitulé du plat qui sert, la composition et le sommelier doit faire un accord mets et vin. Les résultats sont tombés en fin d'après-midi. Clara Germain s'impose et décroche la première place. Jeune chef monégasque au parcours déjà solide, passée par les cuisines du Palais Princier et formée au lycée hôtelier de Monaco, elle a récemment créé 12 Tables, son service de restauration à domicile qui révèle une signature culinaire affirmée. Cette alerte avant de refermer ce journal, une fraude a été constatée aujourd'hui sur des horodateurs du stationnement en surface. Les faits concernent 19 horodateurs sur les 86 installés sur le territoire. Un autocollant comportant un QR code frauduleux a été apposé sur ces horodateurs, invitant l'utilisateur à procéder au règlement de son droit de stationnement en le scannant et en le dirigeant vers des sites malveillants. L'ensemble des horodateurs de Monaco a été contrôlé et les autocollants retirés. Il est rappelé que seuls les moyens de paiement tels que les applications Pay by Phone, Monapass ou par pièce, carte bleue ou sans contact sont possibles. Sachez-le, aucun des 86 horodateurs situés sur le territoire monégasque n'est doté d'un QR code. La commune encourage tous les usagers qui suspectent d'avoir été victimes de cette fraude à se manifester en contactant la direction de la sûreté publique. Nous nous quittons avec une série de photos de Stéphane Dana prises aujourd'hui sur le port Hercule. À peine la foire attraction démontée, c'est une autre promesse de bons moments et de pauses gourmandes qui prend forme. Vous allez le voir, les chalets du marché de Noël sont en cours d'installation. À suivre après ce journal, les prévisions météo d'Alexandra Pani. Je vous donne rendez-vous demain à 19h pour un nouveau journal. Très belle et douce soirée à vous.
Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï-japonais de Monaco. Bonsoir à tous, je vous annonce une belle journée ensoleillée pour ce mercredi 26 novembre. À noter tout de même un peu de vent dans l'après-midi avec des rafales jusqu'à 37 km/h. Les températures seront encore très agréables pour la saison avec 15 degrés d'annoncés au plus chaud de la journée. Le soleil se couchera à 16h58. Vous le savez, le mardi, nous vous rappelons les bons gestes économes avec la Société monégasque des eaux. Les besoins en eau de la principauté dépassent les réserves disponibles sur le territoire. Il faut donc préserver cette ressource si précieuse. Cette semaine, l'indicateur est jaune, ce qui signifie que les sources de la principauté ne couvrent que 25 à 50% de notre consommation en eau. On fait donc appel à votre vigilance. Avant de refermer cette page météo, n'oubliez pas de fêter les Delphines. Et en ce 26 novembre, je vous invite à laisser votre voiture au garage et utiliser un moyen de locomotion vert à l'occasion de la Journée mondiale des transports durables. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï-japonais de Monaco.